C'est lors du second débat de ce sens public consacré à ce cessez-le-feu chaotique entre l'Israël et l'Iran. Donald Trump fait savoir qu'il a pesé de tout son poids pour l'obtenir. Qu'en est-il exactement? Le président américain impose-t-il un certain nombre de décisions à son allié Netanyahou? Quel bilan peut-on faire de la politique étrangère de Trump 5 mois après son retour à la Maison-Blanche? Avant d'en débattre, on fait le point sur les dernières frappes et surtout les dernières annonces en provenance du Proche-Orient avec Jonathan Dupriez. À coup de déclarations à l'emporte-pièce, Donald Trump souffle le chaud et le froid sur la situation au Moyen-Orient. Après avoir imposé un cessez-le-feu à Israël et l'Iran cette nuit, le locataire de la Maison-Blanche, visiblement agacé, a accusé les deux parties de l'avoir bafoué, et surtout Israël. Ils l'ont violé, mais Israël l'a violé aussi. Vous remettez en question l'engagement d'Israël? Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a réagi en larguant une quantité de bombes que je n'avais jamais vue auparavant. La plus grande quantité que nous ayons jamais vue. Je ne suis pas satisfait d'Israël. Peu de temps après, le président des États-Unis a assuré au reste des médias que le cessez-le-feu était bien entré en vigueur entre Israël et l'Iran, renvoyant les deux belligérants dos à dos. Vous savez quoi? Nous avons essentiellement deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent pas ce qu'ils foutent. Vous comprenez ça? Après 12 jours de conflit ouvert entre les deux puissances régionales, ce cessez-le-feu décidé par les Américains est fragile. Israël et l'Iran promettent de riposter à toute violation de la trêve. Dans les rues de Téhéran, certains habitants ne croient pas en la bonne foi de l'État hébreu. Quand il y a un cessez-le-feu, aucune des deux parties ne doit attaquer. Sauf qu'il me semble bien qu'Israël viole déjà l'accord. Je ne pense pas que ce soit durable, non. Je pense que les coups que Israël et les États-Unis ont subis vont les pousser à chercher une riposte. Et il est probable qu'ils attaquent de nouveau. Face à une situation très incertaine, les Européens marginalisés par Trump restent prudents et appellent à l'apaisement. Une position reprise par Emmanuel Macron en visite officielle en Norvège. La situation, on le voit bien, reste volatile et instable. Je pense que c'est une très bonne chose que le président Trump ait appelé à la cessation du feu. Vous le savez, c'est ce que nous plaidons depuis le début. Et donc je pense que c'est une des déclarations importantes et tout à fait positives pour appeler chacun à revenir à la table des discussions. Le président iranien se dit d'ailleurs prêt à revenir à la table des négociations. Téhéran a aussi affirmé respecter le cessez-le-feu avec Israël, à condition que l'État hébreu s'y plie lui aussi. Engagé dans une guerre contre l'Iran depuis le 13 juin, Israël a admis s'être retenu de frapper davantage Téhéran après un appel entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Mais qui arrive encore à suivre Donald Trump? Mérite-t-il le prix Nobel de la guerre? Voilà le titre de notre débat. Je vous présente mes invités. Hélène Conway-Mouret, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de la Défense et des Forces armées. Nicole Nesotto, bonsoir et bienvenue. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et vous publiez Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient. C'est aux éditions CNRS. Galaël Fenwick, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste de politique internationale à LCI, ancien correspondant à Washington, et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, est évidemment restée à mes côtés. Une question assez générale pour commencer. Est-ce qu'on peut croire en la solidité de ce cessez-le-feu, Hélène Conway-Mouret? Peut y croire, enfin nous voulons y croire. C'est ça. Hein, je crois que... C'est presque de la méthode Coué. Oui, absolument. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la région est tellement gravissime qu'il faut une sortie de crise. C'est pour ça que les Européens ont tenté de jouer leur partition, qui est diplomatique. Et qu'aujourd'hui, bon, les Américains ont frappé. On peut imaginer que les Iraniens ont entendu la leçon et surtout comprennent la façon dont Donald Trump fonctionne. C'est-à-dire qu'il aime être le patron, le boss. Et que s'il dit, voilà, je demande un cessez-le-feu et que les Israéliens ne le respectent pas, ce sera Benjamin Netanyahou qui sera le coupable et Donald Trump le rappellera à l'ordre. Voilà. Donc on peut se dire que voilà, il y a une fenêtre d'opportunité pour que les choses s'apaisent et il faut tout mettre en œuvre. Et le président Macron a raison de dire, d'abord pour épargner les vies civiles, parce que du côté israélien, il y a des morts, mais il y en a encore plus du côté iranien. Et on voit bien qu'une escalade n'entraînera que des morts supplémentaires. Les frappes étaient ciblées dans un premier temps, mais aujourd'hui, il y a quelques jours, on a vu qu'Israël bombardait Téhéran.
Donc voilà, on a toujours cette escalade avec des morts, des destructions et ainsi de suite. Donc voilà, on a besoin que ça s'arrête, bien sûr. Et avec ce duo Netanyahou-Trump, Nicole Nesotto, qui décide d'une certaine façon? C'est difficile de répondre à la question. On a l'impression, en tout cas dans sa communication, Donald Trump nous donne le sentiment que c'est lui qui impose le cessez-le-feu. Évidemment, c'est sans doute plus compliqué que ça. Mais je crois que Trump est en train de renverser l'équilibre des choses, parce que jusqu'à maintenant, que ce soit vis-à-vis des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, ou que ce soit vis-à-vis de l'Iran, on avait quand même l'impression que Netanyahou dirigeait le combat, qu'il faisait absolument ce qu'il voulait, et que les Américains avaient très peu d'influence sur sa politique. Je pense que peut-être Netanyahou est allé trop loin et que Trump se dit il faut quand même pas qu'il croie que c'est lui qui va changer le Moyen-Orient. Et donc, on peut interpréter l'intervention des B2 sur les sites nucléaires iraniens comme une volonté de remontrer, comme vous le disiez vous-même, qui est le patron dans cette histoire. Parce que ce qu'ont fait les Américains, seul l'Amérique pouvait le faire. Les Israéliens ont beau être d'une puissance militaire extraordinaire, d'une acuité technologique extraordinaire. On a vu avec quelle précision ils arrivaient à frapper tel ou tel responsable iranien et avant de cela Hezbollah, etc., ou du Hamas. Malgré cette excellence israélienne, Trump a voulu montrer qu'il est encore plus excellent qu'Israël et que surtout Israël ne peut pas s'en sortir sans l'Amérique. Donc je pense qu'on est dans une espèce de rééquilibrage et que Donald Trump a voulu reprendre en main les choses. D'ailleurs, il est en train d'imposer un cessez-le-feu. J'espère, comme vous, qu'il va réussir, que ça va tenir. Est-ce que pour autant c'est la fin de la question de la prolifération nucléaire iranienne? Certainement pas. On va évidemment en reparler, parce que côté Iran, Galera Fenwick, on peut se dire que ce cessez-le-feu, il donne évidemment aussi un répit au régime, à l'ayatollah Khamenei. Il y a aussi ça derrière le cessez-le-feu qui a été annoncé. Oui, et qui, du fait de la position iranienne qui consiste relativement rapidement à l'accepter, finissent par faire passer ce régime absolument odieux pour l'acteur le plus rationnel dans cette affaire. Quel paradoxe. Rationnel, pas parce qu'il est respectueux, mais parce qu'il est affaibli et qu'il n'a finalement pas d'autre choix. Maintenant, là où est mon inquiétude, c'est que, puisqu'on est avec Donald Trump systématiquement dans la spectacularisation de la géopolitique et des conflits, j'ai quand même le sentiment qu'on est face à la bande-annonce d'un film qu'on a déjà vu, dont on sait toutes et tous qu'il est très mauvais, mais il y a une telle soif de paix qu'on se prend à essayer de croire que les mêmes causes vont produire des effets différents. Quand vous prenez la Russie et l'Ukraine, vous aviez les mêmes discours de Donald Trump, vous aviez une triangulaire, Zelensky, Trump, Poutine. Au moins dans la triangulaire Zelensky, Trump, Poutine, il y a un acteur qui se soucie du droit international et qui est disposé au compromis. Il n'y a plus cet acteur-là, entre Trump, Khamenei et Netanyahou. Ils se fichent du droit international et ils ne sont absolument pas disposés au compromis. Donc croire que ce cessez-le-feu par je ne sais quel miracle, même si on parle beaucoup de religion dans cette région, va marcher, va fonctionner, permettez-moi de rester quand même très sceptique à ce stade. Justement, si vous me permettez un tout petit rebond sur la religion, parce que justement, ce qui est quand même très particulier, c'est que ce sont trois leaders qui sont totalement tenus par une espèce de croyance surnaturelle et mystique, aussi bien Trump avec les chrétiens fondamentalistes, aussi bien Netanyahou que Khamenei. Ils ont tous cette espèce d'obsession religieuse qui leur retire quand même une grosse part de rationalité. Mais c'est pour ça que moi j'espère qu'on est face à un jeu à somme nulle qui font qu'ils vont s'entre-annuler parce qu'il y a une vraie gémellité, pas seulement sur le messianisme, dont ils se rendent tous les trois coupables, avec des déclinaisons évidemment différentes, mais aussi dans leur suprémacisme, leur bellicisme, leur hégémonisme. C'est un peu compliqué de mettre les trois régimes ou les trois obsessions dans le même panier. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord, mais il y a un point commun. Hélène Conway-Mouret. Oui, enfin, à ceci près que je pense que ce qui distingue Donald Trump des deux autres, c'est, j'allais dire, le respect pour la vie humaine quelque part. Je ne crois pas, je ne suis pas convaincue. Non, mais attendez, je ne pense pas que Donald Trump... Je ne pense pas que Donald Trump quelle vie humaine, peut-être. aime la guerre.
en tout cas, à chaque fois, il essaye de faire la paix. Et bon, les accords de Doha n'ont peut-être pas donné le résultat escompté pour la fin de l'Afghanistan. Mais il se place quand même dans celui qui veut la paix. C'est pour ça que les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Les Américains n'ont pas frappé Téhéran. Ils sont allés frapper le site nucléaire et de dire voilà, on a frappé, on vous a fait la démonstration de notre suprématie militaire et simplement pour les Iraniens, pour rappeler aux Israéliens que aussi ils ont besoin des Américains, pour dire aux Chinois et aux Russes. Vous voyez ce que nous sommes capables de faire. Donc là, c'était une démonstration. Absolument, mais c'était une démonstration en dehors du droit international. Et je vous rejoins sur le fait que les trois ne respectent pas. Vous allez avoir la parole. Vous êtes manifestement pas d'accord. On est au cœur de ce débat. Donald Trump, homme de paix ou finalement Nobel de la guerre. On a volontairement choisi un titre un peu provocateur. Et je vous propose d'écouter, avant de vous donner la parole à l'une et à l'autre, la réaction tout simplement de Benjamin Netanyahou. Quelques heures après les frappes américaines, évidemment, remerciements à Donald Trump. L'histoire retiendra que le président Trump a agi pour priver le régime le plus dangereux du monde des armes les plus dangereuses du monde. Son leadership aujourd'hui a créé un pivot de l'histoire qui peut aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix. D'abord vient la force, ensuite vient la paix. Et ce soir, le président Trump et les États-Unis ont agi avec beaucoup de force. Est-ce que c'est oui ou non un président de paix, Donald Trump, Nicolas? Mais d'abord, je voudrais quand même revenir. Je ne pense pas que pour Trump, Dieu soit un facteur déterminant. Je pense qu'il est chrétien, tout ce qu'on veut, mais c'est comme le droit international, c'est comme la démocratie, c'est un facteur important, mais ça ne joue pas dans sa politique étrangère. Je crois que c'est fondamentalement un réaliste. Donald Trump, il regarde les rapports de force, comme dans le commerce. Avec l'Ukraine, il sait bien que les Russes sont les plus forts, qu'il gagne. Il n'y a aucune façon pour l'Ukraine de gagner la guerre. Donc il n'intervient pas militairement ou très peu, et il essaye diplomatiquement. Il a échoué pour l'instant, mais il peut recommencer. Avec Israël et l'Iran, il savait très bien que l'Amérique était plus forte que l'Iran, donc il a tapé. Je crois que c'est ça, sa politique étrangère, c'est quand je suis faible, je ne fais rien, quand je suis sûr de gagner, je tape. C'est pas si facile que ça de faire l'opération qu'il a fait. Mais je crois que c'est ça le détermine, c'est pas Dieu. Peut-être que lui, mais alors je suis assez d'accord avec vous, peut-être que lui, la religion n'est pas centrale. En revanche, autour de lui, bien sûr. Et il est influencé au sein des Mayas. Et il est sous influence. Oui, il est sous influence de son entourage. Et non, tout ce que vous voulez, il est entouré d'idéologues qui sont tous, pour certains, fondamentalistes, pour certains convertis récemment au catholicisme, comme son vice-président J.D. Vance, mais je ne pense pas que ça joue un rôle fondamental dans sa politique étrangère. Mais je crois que vraiment la ligne, c'est est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre, et si je gagne, j'y vais. Maintenant, est-ce que pour autant... c'est un homme de paix. Moi, je suis très, très, très hostile à ce slogan « La paix par la force ». Oui, qui a été repris par Benjamin Netanyahou, et par notamment. Tout le monde, Madame von der Leyen, à l'Union européenne, n'arrête pas de dire la paix par la force, etc. C'est un slogan absolument. Alors, il y a deux interprétations. Soit c'est la vieille sagesse antique, civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, tu prépares la guerre. C'est une très mauvaise formule. Tu n'attaques pas, tu es là, tu te prépares. Mais si tu attaques, on peut considérer qu'il faut se préparer quand même, mais pas pour autant attaquer. Mais bon. Soit au contraire, c'est un blanc-seing à toutes les frappes préemptives, à la guerre préventive, à toutes les punitions, coercitions, avant même d'être attaqué, donc contraire au droit international. Alors, il est difficile à suivre, Donald Trump, mais quand même, on l'avait classé dans la famille des isolationnistes. Enfin, il s'était d'ailleurs peut-être lui-même classé dans cette famille. On s'est trompé, il nous a trompé, Gallagher Fenwick, ou alors il change tellement d'avis que... Je vais enfoncer une porte ouverte. Aucune de ces étiquettes ne fonctionne. Trump, il est trumpiste. Le trumpisme, c'est quoi? C'est une matière vivante qui évolue de jour en jour et qui contient en elle-même ses propres contradictions. Ce qui fait que tout le monde a raison le concernant et tout le monde a tort. Moi, je peux vous dire des choses de manière très définitive aujourd'hui concernant Donald Trump. Tout le monde va hocher la tête. Demain, on aura tous tort et le surlendemain, on aura à nouveau raison. Trump n'est rien de tout cela. Trump, si vous voulez, il fonctionne au gré de ses humeurs et il a inventé, et ça c'est inédit, la gouvernance par les pouces.
C'est-à-dire qu'il prend ce petit objet qui tient dans sa poche. Il prend son téléphone et tac, tac, tac. Et par le biais duquel il déclenche des frappes. Il décrète la guerre et il a le sentiment de l'hyperpuissance de sa parole qui fait que le monde réel va se conformer à ses injonctions. Sauf que, et j'en termine par là, le monde réel lui résiste. Netanyahou lui résiste. Khamenei va probablement lui résister. Poutine lui résiste. Et bien d'autres lui résistent. Nous, les Européens, non. Parce que nous avons peur de lui et je pense que c'est une erreur. Alors on y reviendra sur le rôle de l'Europe, mais même si à l'instant T, au fil de cette journée, on a quand même eu le sentiment, Hélène Conway-Mouret, qu'effectivement, avec ses pouces sur son réseau social, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu, a monté un peu le niveau sonore et a fini par l'obtenir. Oui, et enfin, je ne sais pas si c'est un fait français, mais je pense qu'il est mondial. C'est quand même un individu qui s'est invité au quotidien dans nos vies. Enfin, depuis son élection et même avant, il n'y a pas, je crois, un Français qui ne sait pas ce que Donald Trump a dit, ce qu'il a tweeté. C'est vrai. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même un phénomène où il est omniprésent. Et je pense qu'il vit au quotidien sa télé-réalité où il est celui qui décide, c'est le boss. C'est très important pour lui, ce narcissisme, dont beaucoup ont parlé, et qu'aujourd'hui, de suivre diplomatie française y compris. Justement, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit sur les Européens. Il y a une sorte, on a parlé de sidération, mais c'est qu'aujourd'hui, on suit au quotidien des épisodes qui se succèdent. À chaque fois avec un élément de surprise phénoménal, on est dans l'attente finalement de son changement d'humeur ou de son changement de décision. Et quelque part, nous sommes dans l'attentisme. Je suis d'accord que beaucoup lui résistent et c'est pour ça que pour l'instant, sur le plan international, il n'a pas engrangé les succès. L'Ukraine, ce n'est pas un succès. Tout ce que, Gaza, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie est absolument affreux. Donc, et il n'intervient pas. Donc, il n'intervient pas parce qu'en effet, certains lui résistent. Et nous, les Européens, à un moment, nous essayons timidement de prendre notre part dans cette diplomatie traditionnelle. Et lui a changé. Il ne fait pas de diplomatie, il fait de la diplomatie économique. C'est-à-dire qu'il est dans le deal permanent, en effet. Et je suis d'accord, mais il s'attaque aux plus faibles, toujours. Et les forts, que ce soit Xi Jinping, Poutine ou Netanyahou, ce sont des gens qui ont un caractère, qui ont une histoire. Et donc, à cela, finalement, il essaye de montrer quand même qu'il est le boss, mais avec le succès relatif que l'on connaît. Alors justement, on va en parler des cibles de cette campagne militaire israélienne en Iran, avec cette toute dernière réaction du chef de l'armée israélienne qui dit « La campagne contre l'Iran, j'ouvre les guillemets, n'est pas terminée, nous entamons un nouveau chapitre ». On verra bien ce que réserve ce nouveau chapitre. Mais on va parler avec Quentin Calmet tout de suite des objectifs militaires. Bonsoir Quentin, de l'armée israélienne, puisque ce matin, l'armée, Tsahal, disait avoir atteint ses objectifs. Voilà, exactement. Ce matin, grande conférence de presse, un plan com, le porte-parole de l'armée israélienne qui a tenu une conférence de presse juste après l'annonce du cessez-le-feu de Donald Trump, au 12e jour de l'opération militaire lancée le 13 juin. Écoutez un extrait de ce qu'il disait alors ce matin. Ce matin, on peut dire que Tsahal a pleinement atteint tous les objectifs définis dans l'opération Lion dressé. Le chef d'état-major a donné pour instruction de maintenir un haut niveau de vigilance et de préparation pour une réponse puissante à toute violation du cessez-le-feu. Alors, on rentre dans le détail. Quentin, quels étaient ses objectifs ? Alors, Israël a éliminé une double menace immédiate et existentielle à la fois dans le domaine nucléaire et dans celui des missiles balistiques. C'est ce qu'a indiqué ce matin le gouvernement dans un communiqué à l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité, du chef d'état-major et du patron du Mossad. On pense immédiatement aux sites nucléaires visés depuis 12 jours, Natanz, Ispahan, Fordo. Et après les frappes de ce week-end menées par les États-Unis, Donald Trump a lui-même affirmé que les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites, je cite. Et il y a également aussi, Thomas, on y pense moins, mais des sites d'infrastructures et de stockage et de lancement de missiles, ainsi que des infrastructures radars et de satellites militaires situées cette fois-ci dans l'ouest de l'Iran qui ont été détruites selon le gouvernement israélien. Oui, et puis Israël a également visé des figures du régime
et des personnalités scientifiques. Exactement, pour faire ce bilan également, plusieurs généraux ont été éliminés. Ils appartenaient au commandement des gardiens de la Révolution. On pense immédiatement à Hossein Salami, qui était le chef de ce bras armé du régime des Mollahs, mais aussi à Amir Ali Hadjizadeh, à Ali Shadmani, 2 autres généraux. Des commandants des gardiens de la Révolution et des cadres du renseignement ont aussi été tués dès le premier jour de l'opération militaire. Et au moins 2 chercheurs ont été tués. Feredoun Abbasi, Mohamed Mehdi Taranchi, le président de l'université islamique Azad, ce qui confirme bien la volonté d'affaiblir durablement le programme de nucléaire iranien. Je finirai en mentionnant, Thomas, le fait que l'opération est marquée aussi par un lourd bilan de morts civiles, 610 morts, plus de 4700 blessés. Parmi les victimes figurent 13 enfants, selon le ministère de la Santé iranien. Merci beaucoup, Quentin, pour ces informations. Alors, on va s'intéresser effectivement à ce programme nucléaire. Détruit ou freiné, Nicole Nesoto, comment on peut sortir, et la question n'est pas simple, mais de la communication ou de la propagande, que ce soit côté israélien ou côté américain d'ailleurs, quand Donald Trump dit les 3 sites ont été totalement détruits, Fordo totalement détruit, bon, faut-il le croire? Alors, quand on le croit. sur le terrain, je n'en sais rien. Oui. Je n'y suis pas, je n'ai pas accès aux informations secrètes. Mais il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. La dissuasion nucléaire, en principe, c'est dissuasif. Et donc, le penser que si l'Iran avait la bombe nucléaire, la première chose que l'Iran ferait, c'est d'attaquer Israël, alors qu'il sait pertinemment que Israël, grâce à ces 200 bombes qui, elles, sont réelles, qui ne sont pas virtuelles, rayerait l'Iran de la carte, c'est quand même ne pas croire à la dissuasion. Autrement dit, il y a quelque chose de très vicié dans l'argument contre la prolifération nucléaire. Je ne dis pas que je suis en faveur de la bombe iranienne, je dis que ce n'est pas forcément le bon argument, ou en tout cas la bonne raison pour laquelle Israël a attaqué. Deuxièmement, Israël a attaqué en raison d'une menace nucléaire qui n'était pas imminente. Et donc, ils sont en contradiction avec le droit international qui ne permet les frappes préemptives que s'il y a une menace imminente pour la paix et la sécurité internationale. 4 jours avant, le rapport de la chef des services de renseignement américains, faisant la synthèse de 17 services de renseignement américains, a dit « l'Iran n'est pas prêt d'avoir la bombe nucléaire ». Le rapport de l'AIEA, qu'il présentait au gouverneur de l'AIEA le 12 juin, disait... Donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, non, mais c'est bon. Était plus négatif, il disait « je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas de programme militaire », donc il était... Mais, disait-il, l'Iran a multiplié, a accéléré l'enrichissement de l'uranium à 60%, mais il faut 90% pour faire une bombe. Donc il n'y avait absolument pas de nouveauté dans la situation nucléaire iranienne. Et Netanyahou, je pense, a décidé d'attaquer pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la menace nucléaire, qui sont faire oublier Gaza parce que la protestation internationale commençait à prendre des proportions importante, y compris à l'Union européenne, donc faire oublier Gaza et retrouver une espèce de, de soutien international, ce que c'est dépêché de faire. Ça a marché. Ça a marché. Le président Macron, sa première réaction était parfaitement incompréhensible. Quand on écoute le chancelier allemand... c'est normal de la part de l'Allemagne. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est remercier effectivement Israël de faire le sale boulot. On peut dire que Benjamin Netanyahou a obtenu ce qu'il espérait, en tout cas. Oui, mais M. Merz venait de critiquer la politique israélienne à Gaza. Pour un Allemand, c'était une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Première fois qu'un dirigeant allemand critiquait Israël. Du coup, pour, entre guillemets, se faire pardonner, il est allé un peu plus loin, au contraire, dans l'éloge d'Israël. Sophie, ensuite, je reviens vers vous. Très rapidement, quand même, moi, ma question, pourquoi est-ce que la France, du coup, Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron, à soutenir en affirmant que c'était absolument une bonne chose de l'avoir fait, et on avait ici même sur ce plateau un certain nombre de spécialistes qui affirmaient tout de même que effectivement l'enrichissement était au seuil qui permettait d'avoir la bombe, qu'effectivement il y aurait un délai de 1 an, mais que quand même ce délai de 1 an pouvait être considéré comme imminent, comme une menace suffisante pour, en tout cas, Israël pour assurer sa sécurité. Alors on est effectivement, les chiffres, c'était autour de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ouais, voilà. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on sait où ils sont passés? C'est un peu la grande inconnue de ces derniers jours, de ces dernières heures. Oui, c'est comme Donald Rumsfeld disait, il y a ce qu'on connaît et il y a les connus, enfin les inconnus connus et les inconnus inconnus. Et effectivement, ça c'est dans la catégorie des inconnus connus. C'est-à-dire qu'on sait,
parce que l'AIEA, il faut toujours le rappeler, a fait un travail, c'est le gendarme de l'énergie atomique mondiale. Ils ont 408 kilos d'uranium enrichi à 60%. Il faut franchir le seuil des 90% pour avoir de la matière qui puisse être ensuite arsenalisée. Une fois que vous avez fait cette matière, il faut pouvoir vectoriser cela, c'est-à-dire l'installation. Donc effectivement, il y avait un certain nombre de mois, est-ce que c'est en un an, 2 ans, avant de pouvoir mais ça peut être considéré comme imminent, même si ce sont des mois. Ça a un sens très précis. Alors pourquoi est-ce que la France... En droit international, et c'est quand même... Alors pourquoi est-ce que la France a soutenu c'est parfois la France soutient avec peut-être un peu trop de célérité. C'est vrai que la première déclaration du président Macron était étonnante. Il a dit on soutient le droit d'Israël à se défendre. Oui. Il n'a pas dit qu'il soutenait les frappes. Mais c'est aussi parce que politiquement, il n'y a pas grand monde qui a envie de entre guillemets, soutenir le régime iranien. Ça rentre dans l'équation. C'est la grande faiblesse qui éclate au grand jour de ce moment. C'est l'incapacité de beaucoup de personnes à entretenir de manière simultanée deux pensées qui sont très simples. On peut, on doit exécrer, détester ce régime et en même temps exiger le respect du droit international. Et écouter également les Iraniens et les Iraniennes. Les voix ne sonnent pas toutes, la même musique, entre guillemets, mais qui veulent un soutien indirect sous la forme de fourniture de matériel de communication, davantage de sanctions, notamment contre les gardiens de la révolution islamique, mais qui ne souhaitent pas d'ingérence extérieure afin de faire débarquer dans les valises des Israéliens de je ne sais quel pouvoir un homme, puisqu'on parle beaucoup d'un homme en ce moment, qu'on viendrait installer. On a déjà fait ça en Iran. On l'a déjà fait, on voit le résultat, on voit ce que ça a donné. On l'a fait dans beaucoup de pays, on a essayé de le faire en Irak. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que franchement, ça se termine en général assez mal. Alors, on reste sur ce rêve de Donald Trump d'obtenir, qui sait, un jour le prix Nobel de la paix. Et alors, il faut remonter quelques mois en arrière. Il n'est pas encore redevenu président des États-Unis. Il est encore candidat à la présidentielle. Et alors, à propos de l'Ukraine, souvenez-vous, il dit on va faire la paix en 24 heures. Bon, après, il disait en 6 mois. En 6 mois ou en 100 jours. Enfin, on a eu différentes dates. La première, c'était 24 heures. Écoutons l'une de ses déclarations sur l'Ukraine. Si je gagne, nous aurons un accord très équitable et je pense même plutôt rapide. Il faut que cela cesse et le président veut que cela cesse et je suis sûr que le président Poutine veut que cela cesse et c'est une bonne combinaison. Donc nous voulons avoir un accord équitable pour tout le monde. Et donc, Sophie, Donald Trump veut toujours le prix Nobel de la paix. Eh bien, écoutez, oui, visiblement, il le veut absolument. Et c'était il y a quelques jours encore à l'aéroport de Morristown, dans le New Jersey. Donald Trump s'apprêtait à rejoindre son fameux golf quasi personnel de Bedminster, et puis à 60 km de New York. Et là, casquette rouge, MAGA vissée sur la tête, le président des États-Unis a dressé la longue liste des raisons qui devraient lui valoir le prix Nobel de la paix 2026 ou peut-être 2027. Alors, dit-il, il devrait me le donner pour mon action au Rwanda, au Congo. Commence par dire donc le président des États-Unis. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que de fait, l'oncle Sam a vraiment fait en sorte que le RDC et le Rwanda puissent signer un accord mi-juin à Washington, un pré-accord de paix qui doit être encore confirmé le 27 juin. Mais enfin, il y a une véritable avancée. Et puis, devant les journalistes, Trump a encore cité l'action des États-Unis dans la relation entre la Serbie et le Kosovo. Et là, les questions sont un peu plus compliquées. Mais alors, le plus important pour lui, ça concerne l'Inde et le Pakistan. Absolument. Et d'ailleurs, un mois après le cessez-le-feu entre Islamabad et New Delhi, eh bien, le Pakistan vient d'annoncer, d'ailleurs, qu'ils avaient proposé le nom de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix 2026. Nombre de dirigeants y ont prétendu. Depuis 1901, la création, dont quelques dictateurs au XXe siècle, même Poutine aurait été proposé d'ailleurs par des proches du Kremlin. Mais il est vrai que 4 présidents américains l'ont obtenu pour leur action diplomatique. Theodore Roosevelt en 1906, Woodrow Wilson en 1919, Jimmy Carter en 2002 et Barack Obama en 2009. Pourquoi Donald Trump le veut-il tellement ? Alors écoutez, Thomas, plutôt d'abord par orgueil et puis par défi par rapport à ses adversaires, mais pas seulement. On comprend aussi dans un article d'un des confrères, Corentin Selin, pour Les Jours, et qui, selon lui, le débat a été posé, Donald Trump est un inconditionnel de William McKinley, qui était un président américain de la fin du 19e, protectionniste et
colonisateur, qui mettait son Dieu chrétien effectivement au-dessus de tout. Trump, aussi pragmatique soit-il, s'inscrit dans la veine de cette destinée manifeste, une idéologie expansionniste du 19e siècle qui, selon laquelle les États-Unis seraient une sorte de nation choisie par Dieu pour conquérir l'Amérique du Nord et pacifier le monde. Alors on est convaincu de son pragmatisme, mais il y a aussi cette veine-là. Et elle traverse les aires politiques parce que Bush, lui aussi, d'ailleurs, quand il était intervenu en Irak, avait justifié cette intervention avec la main de Dieu. Reste que les voies de Dieu sont impénétrables ou que les hommes sont indomptables. Le conflit ukrainien résiste à la volonté de Trump de l'interrompre. Quant au cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, il tient en 2 mots qui valent aussi pour le Nobel, wait and see. Ouais, merci beaucoup. Sophie, il y a quand même, on va regarder, puisqu'on est en train de faire un bilan de ces 5 mois de diplomatie américaine à la mode Trump, le revirement ou l'image la plus marquante, évidemment, elle est liée à l'Ukraine, ce revirement sur le soutien militaire à l'Ukraine et cette scène totalement surréaliste de Donald Trump qui fustige, qui humilie publiquement Volodymyr Zelensky dans le bureau. On va le regarder. Je ne pense pas que vous seriez un dur à cuire sans les États-Unis et votre peuple est très courageux, mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Et si nous nous retirons, vous allez en découdre. Je ne pense pas que ce sera joli, mais je pense que vous vous battrez, mais vous n'avez pas les cartes en main. Hélène Conway-Mouret, vous avez rencontré à Washington il y a quelques semaines des représentants du Congrès évidemment, mais aussi des représentants du département d'État, c'est l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'ils réussissent eux aussi à suivre leur président? C'est-à-dire que, est-ce que quand on est au sein de l'administration Trump, on peut suivre Donald Trump dans ses revirements? Ils ont une feuille de route. Le State Department a une feuille de route très très claire. Réindustrialiser les États-Unis, ramener les investisseurs, ramener les industries, créer des emplois et vendre aux Européens qui sont tenus d'acheter des équipements, notamment militaires américains. Donc leur feuille de route est très très claire. Il y avait un sentiment de peur généralisée, peut-être parce qu'il y avait déjà les ordonnances qui étaient signées chaque jour pour mettre au chômage un grand nombre de fonctionnaires, les agences se voyaient retirer leurs crédits et ainsi de suite. Donc tout le monde était dans un sentiment de paralysie en se demandant s'ils allaient être affectés directement, personnellement. Mais la feuille de route était très très claire avec, je crois, cette fascination pour cette mise en scène, parce que là, ce que vous venez de montrer, c'est quand même la mise en scène du fort qui attaque le faible et qui l'écrase en direct, avec, je crois, aujourd'hui, quand même la compréhension, il me semble de plus en plus, que Donald Trump est influençable. En effet, je pense que le dernier qui a parlé est souvent celui qui a raison, et je crois que Vladimir Poutine l'a très bien compris, parce qu'il faut savoir qu'avant cette rencontre, il y avait eu un certain nombre d'entretiens entre les deux présidents, le président russe et américain, avec un président russe quand même plutôt qui a beaucoup d'expérience et qui a dû convaincre avec sa propre propagande et sa propre histoire, et un Donald Trump qui était prêt à écraser Zelensky en lui faisant porter le chapeau en disant mais enfin c'est vous qui êtes coupable de ce qui se passe chez vous. Voilà. Après, Zelensky a compris qu'il fallait aussi qu'il parle, et c'est pour ça qu'il suscite aussi des rencontres avec le président Trump pour lui raconter son histoire à lui. Et c'est cette histoire-là que on a l'impression Donald Trump, c'est pour ça peut-être qu'on a des changements, ce que l'on pense changements d'humeur, mais qui sont simplement voilà, il fait confiance. Enfin, le dernier qui a parlé est celui finalement qui a raison, et donc il fait avec. Est-ce qu'il y a aussi la fascination des hommes forts pour vous, Nicole Nesotto? Si on essaye de décoder, de comprendre la diplomatie de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Bien sûr, la fascination des hommes forts, parce qu'il est lui-même un homme fort. Enfin, il se considère comme l'homme le plus fort des États-Unis, avec une certaine... un certain bon sens. Et même du monde. Quand il est revenu à la Maison-Blanche, il a dit je dirige les États-Unis et le monde. Et ça me plaît beaucoup, je m'amuse beaucoup. Mais donc c'est un homme fort, son élection est absolument indubitable, il a gagné le vote populaire, il a gagné les grands électeurs, donc oui, c'est un homme puissant qui respecte ses pairs, ses homologues. Je crois qu'il y a 2 raisons supplémentaires. Enfin, si on veut, pourquoi il veut à ce point se présenter comme un homme de paix? Parce que c'est vrai que c'est vraiment une espèce de constance dans ses discours. Il y a premièrement le fait qu'on oublie peut-être, mais qu'il déteste Obama. Que Obama, c'est son
ennemi prioritaire. C'est Souvenez-vous qu'il il est sorti de l'accord, le GCPOA, l'accord qu'on avait signé avec l'Iran, justement pour contrôler l'éventuelle prolifération nucléaire iranienne. Il est sorti en 2018, en disant c'est le pire accord que les États-Unis aient jamais signé, et c'était évidemment Obama qui l'avait signé. Donc ça, Obama l'a eu, il ne supporte pas. Je pense que ça l'empêche littéralement de dormir. Que Barack Obama ait le prix Nobel de la paix. C'est un scandale. Et pas lui. C'est un scandale que Barack Obama ait le prix Nobel de la paix. En plus, ce n'était absolument pas justifié. C'était vraiment... Ça prouvait à quel point on avait détesté le Bush d'avant, plutôt que... C'était ça, surtout. Donc ça obsède Donald Trump. Ça obsède Donald Trump. Puis, il y a quand même un autre... Alors, c'est pas une raison, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans l'attribution du Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix est quand même un prix, entre guillemets, occidental. Et les exemples que vous avez cités montrent à quel point nous sommes obnubilés par les deux conflits qui nous intéressent en tant qu'occidentaux, c'est-à-dire l'Ukraine et Israël, enfin le Moyen-Orient, et que tout le reste, RDC, Rwanda, Inde, Pakistan, tout ça est très très loin. Et donc peut-être que lui, je dis pas qu'il a une vision globale, parce que je ne pense pas qu'il ait de vision du tout, mais en tout cas, son bilan, il ne le fait pas sur deux conflits. Il va le faire sur l'ensemble des interventions américaines. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que, alors qu'on nous disait, ce qui est sans doute vrai, que le grand ennemi de l'Amérique, c'est la Chine, la puissance chinoise, etc., depuis 6 mois qu'il est au pouvoir, il n'y a rien. Il n'en parle pas, il n'y va pas, il ne fait aucun commentaire. Et je trouve ça assez intéressant. Je me demande ce qui se trame entre Donald Trump et Xi Jinping. Oui, effectivement. Ils ne s'affrontent absolument plus. Et s'il réussissait, Gallagher Fenwick, Donald Trump, avec sa méthode qui nous laisse perplexes? Si le passé proche doit informer le regard qu'on porte sur l'avenir, je ne vois pas ce qui va permettre à Donald Trump de réussir, puisque si, et c'est l'objet, je pense, en partie de cette émission, on fait un bilan de ce que Trump a fait. Effectivement, on peut citer les exemples RDC Congo et Inde Pakistan. Sur RDC Rwanda, il y a un crédit à mettre à l'administration, notamment au travail effectué par son secrétaire d'État Marco Rubio. Sur Inde Pakistan, soyons clairs, ce sont deux puissances dotées, donc nucléaires. Je ne pense pas qu'elles avaient besoin de Donald Trump pour une désescalade. Ensuite, sur le fait qu'il cherche le Nobel, moi je trouve ça assez rassurant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en général, quand on réfléchit au Nobel, c'est qu'on est en train de se demander ce qu'on va laisser derrière soi. Quelle trace on va laisser, oui. Or, il y a une vraie possibilité, et c'est discuté dans l'aréopage autour de Donald Trump, pour qu'il ne se soumette pas à l'un des articles fondamentaux de la Constitution qui prévoit qu'un président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, quelque part, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais moi, ça me rassure qu'il réfléchisse au prix Nobel. Je suis convaincu qu'il ne l'aura pas, et je suis convaincu d'autre chose, c'est qu'il dira, comme pour l'élection de 2020, qu'il lui a été volé, parce qu'il y a eu tricherie. Et il dit là, parce que il n'y a que des gauchistes qui peuvent l'avoir, il le dit ouvertement. Et l'exemple Obama plaide plutôt en faveur de cet argument. Une dernière chose, quand on essaye de faire rentrer dans la boîte du Trumpisme des termes qui permettent d'essayer de comprendre comment il fonctionne, moi j'aime bien l'idée du puérilisme. Parce que ce qui me frappe chez Donald Trump, c'est un peu comme un adolescent, c'est sa capacité à se saisir de ce qui lui apparaît comme étant nouveau et brillant et intéressant et intriguant, et à s'en lasser tout aussi rapidement, et à laisser derrière lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait déjà sur le dossier irano-israélien, en disant, bon, maintenant, j'ai fait l'appel A, je vais passer à la haie, avec le sommet otanien, comme si c'était terminé. Alors justement, tiens, parlons-en, on va conclure avec ce sommet de l'OTAN qui s'ouvre aux Pays-Bas. Sur la route, à bord d'Air Force One, on a quand même eu le retour d'un président Trump disant à propos de l'article 5 sur la défense mutuelle, je cite Donald Trump, il peut, j'ouvre les guillemets, se lire de plusieurs façons. Hélène Conway-Mouret, quand il dit ça, alors oui, bon, très bien, on peut toujours dire ça, sauf que qu'est-ce qu'on entend? On entend une remise en cause de 70 ans d'article 5 et d'assistance mutuelle, ou alors je pousse le bouchon trop loin? Non, vous le poussez dans le bon sens de ce que j'ai entendu à Washington, à savoir si vous achetez, si vous dépensez, vous aurez de la protection américaine, sinon
je déciderai. On vous la garantit pas? Non, absolument. Ce qui détruit totalement la crédibilité de cette défense de l'OTAN, à savoir que l'idée est que quand même, si un des membres est agressé, l'ensemble, et c'est ce qui est dissuasif, vient au secours de celui qui est agressé. Donc à partir du moment que celui qui est agressé méritera ou pas l'appui des Américains, mais moi je pense qu'il vient, parce que là on a le scénario, en effet, Israël et Iran qui, pour lui, est déjà il est passé à autre chose. Donc là, il va nous faire des annonces. Je crois qu'il faut qu'on se prépare à se prendre des grosses claques. Voilà, et je pense qu'il vient pour sidérer à nouveau les Européens et en nous tapant sur la tête en disant, pendant des années, c'est ce que j'ai entendu à Washington, vous vous êtes gavés, vous les Européens, nous avons assuré votre sécurité gratuitement, maintenant it's payback time. Voilà, donc maintenant vous allez payer. Dépenser 5% de votre PIB en achetant des armes américaines. Oui, mais bien sûr, mais c'est ça le deal. Et je pense qu'il va le répéter de façon assez brutale. Il l'a déjà obtenu, puisque le communiqué de l'OTAN a été agréé par les 32 membres de l'OTAN. Oui, mais personne ne va dépenser 5%. Donc il y aura un communiqué disant 5%, ce sera écrit noir sur blanc. Je crois même pas 4 pages, qui est la première. Et le sommet lui-même va durer 3 heures. Donc c'est vraiment pour éviter la moindre crise que les Espagnols se calment. Les Espagnols sont un peu tangents, les Slovaques, enfin bon, bref. Mais cela dit, pour en revenir à l'article 5, ce que dit Donald Trump est historiquement et juridiquement vrai, c'est-à-dire il n'y a aucune automaticité dans l'article 5 de l'OTAN. Ce sont les Européens qui, pour se rassurer, veulent croire que l'assistance des États-Unis est automatique, mais c'est parfaitement faux. Quand le traité a été signé en 1945, le Congrès américain était très contre, ça venait contre toute la tradition isolationniste des Américains qui voulaient bien intervenir en Europe, mais pas y rester de façon permanente. Finalement, on les a convaincus et le Congrès a fait ajouter quand il a discuté de l'article 5, a dit que le Congrès américain se réserve à chaque fois le droit de décider s'il y a mise en œuvre de l'article 5 ou pas. Donc, il n'y a jamais eu d'automaticité. Les Européens ne veulent pas le croire, parce que c'est vrai que juste pendant toute la guerre froide, c'était dans l'intérêt des Américains. Mais là, effectivement, on a une flexibilité plus grande de l'article 5. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même plus flexible. C'est-à-dire, si vous êtes allemand, vous pouvez être tranquille, vous serez défendu. Si vous êtes un petit pays balte, vous pouvez être inquiet. Bon, merci beaucoup. Si vous êtes Poutine, vous êtes très content. Et quand vous êtes très content. Et nous avons l'article 42.7 quand même. Bon, alors là, on n'a pas le temps. C'est le débat, est terminé. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission, à ce débat. C'était vraiment passionnant. Votre livre, Nicole Nesotto, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient. C'est aux éditions du CNRS. On vous suit évidemment chez nos confrères de LCI. Merci encore d'avoir participé à cette émission qui sera présentée demain et jeudi par l'ami Steve Jourdain, voilà, et il va faire ça avec brio comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver sur publicsena.fr, sur notre plateforme, nous écouter en podcast. On me dit que les écoutes en podcast sont elles aussi de plus en plus nombreuses, donc merci beaucoup à celles et ceux qui nous écoutent, peut-être en faisant leur footing, qui sait, le matin. En tout cas, ça fait plaisir. Notez enfin que Bruno Tertrais, le géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, sera l'invité de notre matinale demain. Il sera face à Oriane Mancini à 8h. Belle soirée.